Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers, des plus discrets aux plus fascinants. 19 000 courses en 11 ans. Redouane connaît Paris comme sa poche et les plateformes encore mieux. Chauffeur VTC et membre de l'Association des VTC de France, il parle de ce métier qu'on croit simple de l'extérieur. Les 30 secondes pour réagir à une course, la concurrence entre chauffeurs, les négociations avec les plateformes. Est-ce que l'ubérisation a vraiment changé pour ceux qui en vivent? Voici ce que c'est être chauffeur de VTC. Bonjour, donc je m'appelle Redouane, chauffeur VTC depuis officiellement 2013-2014 et au sein des plateformes depuis 2014. D'accord. Mais dans le privé bien avant. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu es devenu chauffeur de VTC? J'ai commencé en tant que chauffeur de maître à l'époque en switchant entre deux métiers. Les vacances ou les grandes vacances d'été, etc. J'étais chauffeur privé pour certaines personnes libanaises, etc. Des pays du Moyen-Orient. Et ensuite, Uber est arrivé en France et a commencé à... vu que c'était un échec pour eux de faire intégrer les taxis dans leur plateforme, donc ils se sont dirigés vers les chauffeurs privés qui étaient devant les hôtels et surtout originaires originaires de pays étrangers parce que ces chauffeurs-là étaient moins mis en avant dans la grande remise et en tant que chauffeur de maître à l'époque. C'était plus des roues de secours, on va dire. Et donc voilà, ils sont partis un peu les voir pour les appâter, leur dire voilà, nous on vous propose des bonus de 8 000 €, même si vous travaillez pas, on vous paye 8 000 € de bonus et il suffit juste de rester connecté chez nous. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc la vie était belle et rose à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Je savais pas du tout qu'Uber avait essayé d'intégrer les chauffeurs de taxi sur leur plateforme. Alors, si, leur but, quand ils sont arrivés en France, c'était ça. Ils ont été voir en premier les taxis, qui ont tous refusé. Eux, en fait, l'idée de Uber, lorsque il a eu l'idée, le créateur, le fondateur, de créer l'application, c'était en France. Lorsqu'il avait vu qu'il y avait beaucoup d'usagers qui avaient du mal à trouver des taxis le week-end et qui attendaient des heures et des heures dans la pluie à l'extérieur, il s'est dit pourquoi ne pas créer un outil pour mettre en contact un lien de transport pour pour ces clients-là. Donc il a créé l'application, mais l'idée elle est partie de Paris. Voilà. Et quand il est arrivé à Paris, vu que l'idée c'était les taxis, donc il a été recalé par les taxis, ouais. Mais ensuite il est venu voir les chauffeurs grande remise et les chauffeurs VTC, qui sont passés sous la tutelle ou sous le nom de l'appellation VTC depuis que c'est Sarkozy qui était au pouvoir. C'est lui qui a changé le métier. D'accord. Il a enlevé grande remise, il a appelé VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur. D'accord. Et quel était le statut de ces chauffeurs privés dont tu parlais qui étaient devant les hôtels? Ils étaient... C'était salariés, auto-entrepreneurs aussi. D'accord, ils étaient Il y avait beaucoup de salariés, majoritairement des salariés, même les chauffeurs de maître, c'était que des salariés. Il y avait une minorité d'auto-entrepreneurs. D'accord. Donc c'est ces auto-entrepreneurs que Uber est venu démarcher. Ok. Est-ce qu'il y avait les mêmes relations un peu tendues avec les taxis aujourd'hui? Non, il n'y avait jamais eu de conflit avec eux. Il y avait la réglementation qui était respectée. Il n'y avait pas de maraude électronique à cette époque. Il n'y avait pas de racolage. Bon, il y avait toujours les faux taxis ont toujours existé. Il y a eu toujours des racolages aux aéroports, mais c'était pas les VTC qui faisaient ça. C'était pas la même tarification. On va pas aller à racoler pour 60 €, alors que nous, nos transferts à aéroport à cette époque-là, c'était 180, 150, voire 200 €. Mais c'était des véhicules haut de gamme majoritairement. Il n'y avait pas de petits véhicules de Prius comme vous pouvez le voir. C'était que des classes S, Mercedes, etc. Et donc là, je voulais qu'on parle un peu plus de ton quotidien de chauffeur de VTC. Déjà, tu commences le matin ou toi, t'es plus le soir? Plus le soir. Le soir. Après, ça dépend. Il y a des jours de la semaine où ça vaut pas le coup de travailler le soir. Il vaut mieux travailler la journée. Et il y a des jours de la semaine où c'est l'inverse. Il vaut mieux travailler la nuit. Qu'est-ce qui fait que ça vaut plus le coup de travailler le soir ou la journée? Le soir, il y a moins d'embouteillage pour ceux qui sont nerveux. S'il y a trop de nervosité la journée, trop d'embouteillage, tout est fait par la mairie de Paris pour mettre les bâtons dans les roues
pour les VTC qui sont concurrents des taxis, donc il y a des voies de bus partout, des pistes à vélo, interdiction de certains véhicules d'accéder à certaines zones, autorisation des taxis grâce au combat qu'on a mené, sinon on aurait été interdit. Quand je dis 11, notre association à laquelle j'ai adhéré, qui s'appelle l'association des VTC Trans. Et donc, malgré qu'on a accès à ces zones-là, bon, après voilà, il y a quand même des embouteillages, des encombrants, et tout est fait pour que le chauffeur ait une amende, verbalisation, retrait de points. Donc voilà. Alors, concrètement, une bonne journée pour toi, c'est combien d'heures ou combien de courses pour que ce soit une bonne journée de travail? Malheureusement, aujourd'hui, pour faire une bonne journée, après, tout dépend de la gamme du véhicule. Vous avez différentes gammes. Vous avez la gamme Eco, vous avez la gamme Berline et la gamme Van. Oui. Et entre Van et Berline, vous avez aussi le XL. Tout dépend de la gamme. Okay. Après, moi, je suis en Van, c'est pas pareil. On est obligé, si on compte que sur l'application, en application, une bonne journée, faut attendre des heures et des heures. Ça sonne pas beaucoup. Il y a énormément de concurrence. Beaucoup de chauffeurs ont pris le van. Et le fait que Uber a créé une autre gamme qui s'appelle XL, c'est des véhicules bas de gamme, mais qui prennent plus de chauffeurs, jusqu'à 9 places. Ça a détruit un petit peu le van aujourd'hui. Mais si on parle généralement de ce qui marche le plus et ce qui est l'éco, pour qu'un chauffeur s'en sorte, je parle en connaissance de cause parce que je suis responsable de la relation chauffeur et plateforme au sein de notre structure. Il faut à peu près 15 heures pour qu'un chauffeur fasse une bonne journée. Contrairement à ce qui se faisait par le passé, 8 heures, c'est le double. Et pour qu'il fasse c'est 200 euros. 15 heures pour 200 euros. 15 heures de travail pour 200 euros. Et tu me disais tout à l'heure que, est-ce que tu peux, toi qui parles en bonne connaissance de cause, est-ce que tu peux nous raconter un peu le grand moment de l'arrivée d'Uber en France et ce que tu me décrivais un peu avant, qui était le fait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée massive de plein de chauffeurs, la concurrence en fait a un peu cassé ce marché qui existe. C'est une concurrence entre chauffeurs. Après, la concurrence qui a cassé ce marché-là, c'est surtout les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, qui ne savent pas ce qui est une course rentable et une course non rentable. Et ce qu'on appelle dans le jargon VTC, les aspirateurs. Ils aspirent toutes les courses. Ah bon? C'est comme ça que tu les appelles? Les Dyson, ouais. Ils réfléchissent pas, ils attendent pas de voir la course défiler pour voir la prise en charge, le prix, etc. Ils sont là que pour accepter. Et ces chauffeurs-là, majoritairement, ce sont des chauffeurs issus de l'immigration qui ont peut-être vécu des situations un peu compliquées dans leur pays et que même une course à 9 euros pour 10 kilomètres, c'est rentable pour eux parce que ça gagne mieux que ce qu'ils gagnaient ailleurs. Donc Uber utilise ces chauffeurs-là aujourd'hui pour dire à certains chauffeurs que français ou qui sont en France depuis plusieurs décennies ou plusieurs années ou décennies, hein, c'est ça, leur dire si vous n'êtes pas content, il y a des chauffeurs qui sont prêts à travailler même à 60 centimes le kilomètre. C'est pour ça que dans les négociations, quand on a négocié avec eux 1 euro le kilomètre, certains chauffeurs n'ont pas compris pourquoi notre association a signé 1 euro le kilomètre. C'est que justement on pouvait pas aller au-dessus. On a souhaité aller au-dessus plus tard, viser 1,30 €. Ces négociations étaient acceptées par les plateformes. Mais eux, leur argument, c'est que il y a des chauffeurs qui sont prêts à travailler pour 60 centimes. Oui. Et cette concurrence-là a détruit la rentabilité qu'il y avait avant. Donc, voilà. C'est un problème de nombre de chauffeurs. Le nombre de chauffeurs, responsable de ça aussi, c'est le gouvernement qui veut au maximum créer de l'emploi. Monsieur Macron veut faire un chiffre record de la baisse du chômage, sauf que entre-temps, il s'y attendait pas. Il y a eu la crise Covid qui est arrivée, qui a fait encore augmenter le nombre de chômage. Donc là, on est le premier métier à être visé par la crise Covid, c'est le VTC.
Plusieurs restaurateurs ont fermé à cause du Covid. Plusieurs je- personnes ont changé de métier carrément. De boulanger, ils sont passés à VTC. Et le premier qui prend le coup, c'est le VTC. Il y a des pubs VTC partout. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Formation à 20 euros. J'ai jamais vu un métier qui fait des formations à 20 euros pour intégrer son corps de métier. Donc voilà. Mais justement, on a parlé de la restauration et que c'était un métier qui était très durement touché par le Covid. Mais est-ce que les chauffeurs VTC ont bénéficié des aides gouvernementales qui ont été mises en place pendant la crise du Covid? Pas tout le monde. Les anciens, oui. Ok. Et ceux qui étaient réglo. Oui. Ceux qui ont payé leurs charges. Oui. Mais malheureusement, la plupart ne payent pas leurs charges. Et c'est connu. Parce que c'est un métier où tu n'es pas maître de ta tarification. Oui. Donc certaines personnes ne peuvent pas, quand ils se rendent compte qu'au final, s'ils déduisent toutes les charges, ils sont à perte. Oui. Il va leur rester une misère. Donc la plupart ne déclarent pas. Et quand la crise Covid est arrivée, malheureusement, ils n'ont pas pu bénéficier des aides. Ils étaient obligés de travailler. Donc voilà. Tu disais que les nouveaux arrivants ne faisaient pas forcément la différence entre une bonne course et une mauvaise course. Et toi qui as un peu plus d'expérience dans le domaine, comment est-ce que tu arrives à différencier une bonne course d'une mauvaise course? Je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste un temps d'adaptation à peu près 1 an. Et c'est la cervelle direct quand ça sonne. Vous avez à peu près une trentaine de secondes pour voir la distance pour aller récupérer le client, s'il est pas très loin, le prix de la course et surtout le nombre de kilomètres. Et là, vous faites vos calculs de rentabilité tout de suite. Vous savez si elle est rentable ou pas. D'accord. Majoritairement, quand elles sont trop loin, c'est celles qui ne sont pas rentables. Mais aujourd'hui, tout le monde se bat pour les petites courses, donc il y a plus de courses rentables. D'accord. Donc, c'était justement ma prochaine question, qui était de savoir si tu préférais les petites courses ou les courses. Ah non, les petites courses, tout le monde préfère les petites courses en ce moment. Et c'est ce qu'on a réussi à négocier nous aussi en tant que structure, c'est que les petites courses aujourd'hui, la course minimum, elle est à 9 euros. Si vous enchaînez 2 courses, 18 euros, ça vous fait, pour 5 kilomètres, ça vous fait gagner plus d'argent que si vous faites une course complète de 5 kilomètres pour 20 minutes. Et donc, les courses, par exemple, pour aller à l'aéroport, elles sont pas rentables du tout, en fait. Elles sont devenues pas rentables. Elles sont devenues pas rentables. Elles étaient rentables, mais là, même en van, c'est devenu, en application, c'est catastrophique. Oui. Mais ça, c'est dû, comment dire, c'est dû à la politique que les syndicats appliquent aujourd'hui. Ils ne veulent pas de négociation avec Uber, ils veulent pas négocier avec Uber. Donc c'est le retour au Far West pour Uber. Ce qu'on a voulu empêcher nous en tant qu'association au début, c'est qu'on est dans l'obligation de négocier avec les plateformes. Je mets pas que Uber, mais toutes les plateformes, afin de les obliger à signer des accords et respecter une réglementation et mettre des accords sur une tarification là où il y en avait pas avant. Tout le monde était libre de vendre au tarif qu'il voulait. Même descendre à 20 centimes, personne ne leur aurait reproché de vendre à 20 centimes. La vente à perte, certes, est interdite en France. Mais s'ils ont des salariés, ils peuvent vendre le prix au prix auquel ils veulent. Mais il était vital pour la survie de la profession d'avoir des accords. Aujourd'hui, ça s'est politisé. Ces syndicats-là ont décidé de pas avoir des accords avec eux parce que ils militent pour le retour du salariat et surtout que Uber, ils veulent obliger que Uber si Uber reste en France aux conditions de ces syndicats ou de ces partis politiques, la condition, c'est de salarier les chauffeurs. Mm-hmm. Ce que Uber ne veut pas, c'est pas son modèle économique. Ouais. Donc le débat entrepreneuriat, auto-entrepreneur versus salariat a finalement profité à Uber du coup, au modèle économique d'Uber, parce qu'ils ne respectent plus les accords en disant que ce sont les syndicats qui... Exactement. Et ils en profitent pour le moment, jusqu'à ce qu'on leur oblige de salarier. Mais là, ils quitteront la France comme ils l'ont fait en Belgique. Ils ne voudront jamais salariés. Uber a quitté la Belgique. Ils avaient quitté Bruxelles pendant un petit moment. D'accord. C'est devenu le blocage total. Ça a paralysé toute la ville. D'accord. Et c'est ce qui se passera en France. Et Uber le savent très bien. Et tu penses qu'il y a possibilité qu'Uber, ou enfin, quand on dit Uber, c'est de façon un peu plus généralisée les autres plateformes. Ils quitteront jamais. C'est vrai? Mais ils quitteront pour foutre le bordel. Ce que je vous dis, c'est ce qu'ils ont fait à Bruxelles. 90% des chauffeurs sont sortis dans la rue, ils ont bloqué toute la ville.
Donc ça a donné raison à Uber et Uber est revenu. Et c'est ce qui se passera en France. Tu as beaucoup parlé des négociations avec le gouvernement. Ouais. Avec les plateformes, est-ce que le gouvernement vous accompagne pendant ces phases de négociation via le ministère du Travail ou de l'Économie? Ou est-ce que c'est vraiment... C'est sous sa tutelle que les négociations se font. Il y a une autorité qui a été créée, vu que que l'ubérisation est un nouveau modèle économique qui est arrivé en France. C'est un peu demi indépendant, hein. C'est pas indépendant à 100% parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tarification et tout était imposée par certaines plateformes. Mais le gouvernement a dit, suite aux manifestations qu'il y a eu depuis le début, hein, nous on avait commencé en 2013 en compagnie avec d'autres structures, ils ont obligé Uber à s'asseoir autour d'une table et à commencer à signer des accords autour d'une création qu'ils ont appelée une autorité qui a été créée qui s'appelle l'ARP, l'autorité de la régulation pour réguler un petit peu la profession. Et elle est sous la tutelle du ministère du Travail. Donc c'est des fonctionnaires qui sont à la tête de cette structure. Donc en gros, ils sont comme des juges, ils regardent un petit peu les négociations qui se passent quand ça bloque, ils peuvent forcer les plateformes à aller dans le sens des chauffeurs VTC. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est bénéfique d'être accompagné par l'ARP, du coup, cette structure? Bien sûr, okay. Parce que tous les accords signés dans cette autorité-là, ça devient un décret. Donc une loi, et si Uber ne respecte pas après, tout le monde peut les condamner. Tout le monde peut les attaquer, je veux dire. D'accord. Et ils peuvent être condamnés pour non-respect des accords. D'accord. C'est-à-dire là, même actuellement, là, il y a beaucoup d'indépendants qui ne sont pas au courant. S'ils reçoivent des courses ou plusieurs courses qui sont en dessous d'€1 le kilomètre, même si Uber ne les respecte pas parce qu'ils en profitent, ils savent très bien que la plupart des chauffeurs n'attaquent pas. Ils attaquent au prud'homme, mais ils ont pas cette connaissance d'aller au tribunal de commerce ou quoi que ce soit. Alors que c'est attaquable au tribunal de commerce. On peut attaquer Uber pour vente en dessous des accords qu'ils ont signés. Ils sont dans l'obligation de vendre à €1 le kilomètre. Il n'y a pas que Uber, il y a Bolt aussi. Les pires, c'est Bolt. Hitch aussi, ouais. C'est ceux qui vendent en ce moment le plus à moins d'€1. Justement, il y avait Hitch c'est très intéressant, mais tu parlais de pub tout à l'heure, mais je me souviens de leur pub qui était vraiment partout. C'était le VTC le moins cher de France. Avec justement des prix affichés qui étaient autour de 8 à 10 €. Ce qui peut sous-entendre quand même que c'est pas très rentable, j'imagine, pour les gens. Non, après, les promotions faites par les plateformes, des fois, c'est du cash burning, c'est des promotions faites par, en fait, le chauffeur ne touche pas cette somme-là. Il touche la somme, c'est-à-dire une course qui est à 10 kilomètres. C'est un exemple, hein. Il touchera 10 €, sauf que vous, sur l'application, elle sera affichée à 6 €. Et c'est, la différence, elle est payée par, la promotion, elle est payée par la plateforme. D'accord. Voilà, elle reçoit de l'argent d'un investisseur pour essayer d'attirer. Ça fait un peu de leur partie de leur plan pour attirer les clients. Et on va plus revenir à ton rapport à la ville, comme tu es. Alors, on a parlé des petites courses et des longues courses, mais est-ce que tu as des quartiers de Paris que tu préfères? Est-ce que tu commences à connaître Paris par ses clients, par ses quartiers? Est-ce que tu as une catégorie qui commence déjà à émerger dans ta tête? En van, après, ça ne sonne pas partout dans la capitale. Ça sonne plus à l'ouest. Après, en écho, pour les chauffeurs qui sont en écho, ça sonne partout. Il n'y a pas de préférence, hein. À l'ouest, c'est plus des touristes. Clientèle différente, respectueuse, qui donne des pourboires. À l'ouest, à l'est, je veux dire, c'est plus des bobos. La clientèle un peu bobo, étudiante, qui donne pas de pourboire, qui demande de mettre de la musique à fond, et très exigeante. Ok. Voilà. Ok. Et deux types de clients. Et ça, c'est une clientèle de nuit, hein, c'est celle que je viens de citer. Oui. Après la journée, c'est pareil, hein, c'est la même, que ce soit à l'est ou à l'ouest, c'est la même clientèle. C'est plus affaires, touristes. Oui. Ça, il y a la clientèle touristique quand même qui reste très présente aussi la journée, même à l'est de la capitale.
Et après, voilà, les hommes d'affaires, c'est la même clientèle. À Qui, l'Ouest, eux, donnent c'est des pareil. pourboires, j'espère. Non, non. Jamais. C'est les sociétés qui payent, etc. Il n'y a pas de pourboire. Dommage. Et Donc, il n'y a pas de pourboire. Faut rester calme parce qu'avec les embouteillages, ce genre de personnes n'acceptent pas qu'on se mette en colère. ouais. Il y a des hommes d'affaires, des patrons, faut rester calme et zen, et chose que plusieurs chauffeurs n'ont pas dans leur capacité, ils préfèrent travailler la nuit. Voilà. Et pourquoi est-ce que toi, tu préfères travailler la nuit, Kiko? Comme je vous ai dit, il y a des jours de la semaine où, pour moi, jusqu'à jeudi, je travaille la journée. J'ai plus une clientèle aussi journée. Et le week-end, oui, je préfère la nuit parce que il y a plus de demandes. Et le chiffre d'affaires, nous, il est multiplié par 2 le week-end. Le week-end, je parle du week-end, hein. Pour faire, par exemple, un chiffre d'affaires qu'on fait le soir en 8 heures, le chauffeur qui fait ça la journée, il lui faut à peu près 13 ou 14 heures pour faire ça. D'accord. À cause de quelques embouteillages, malgré que c'est le week-end, il y a quand même des embouteillages. Et le soir, ça va vite, donc il y a beaucoup de demandes, donc en peu de temps, on fait le chiffre d'affaires de quelqu'un qui a fait ce même chiffre d'affaires en 13 heures. On a parlé de la division est-ouest de la ville, mais est-ce que tu as des endroits au sein de la capitale où tu n'aimes pas aller, par exemple? Moi, ma zone grise où je mets jamais les pieds, c'est le sud. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Si j'ai une expérience que ça sonne pas beaucoup là-bas, et c'est plus une ville où il y a beaucoup de bureaux et tout, et donc même le week-end où je sais pas, j'aime pas le 15e, 13e, tout ça, j'y vais presque jamais. Après, le 15e, c'est aussi un arrondissement où il y a beaucoup de véhicules. Les riverains sont eux-mêmes, ils ont beaucoup de véhicules. Ouais. 14e aussi, hein, mais non, Oui. 15e, ça m'arrive de traverser 16e, 15e de temps en temps, mais la zone où, pour moi, j'ai été presque jamais, même on va dire, c'est 14e, 13e, et un petit peu une petite partie du 12e, mais sinon, tout le reste, j'y vais, mais voilà. Ouais. Si vous parlez d'une partie spécifique, c'est cette zone-là, et je pense que je suis pas le seul, il y en a plein qui... Oui. Ouais. Est-ce que tu sens la ville changer fonction des jours, par exemple quand il y a des grèves, quand il pleut, quand c'est la fin du mois ou encore la Fashion Week? Est-ce que tu arrives à sentir ces événements-là rythmer la ville? Ouais, la Fashion Week, on ressent l'événement surtout la nuit. Ça sort beaucoup la nuit, ça change, c'est festif de partout. Il y a une clientèle étrangère qui arrive de partout, hein, surtout les Américains. Les femmes, elles changent, hein, c'est pas les femmes qu'on voit d'habitude, hein, c'est c'est strass et paillettes et les mannequins, etc. Après, d'autres événements, quand il y a des grèves, aujourd'hui, c'est différent de ce qui se faisait avant. Quand il y avait des grèves à l'époque, on travaillait très bien. Mm-hmm. Les rues et les trottoirs étaient remplis de gens, chose qu'on voit plus aujourd'hui. Depuis le Covid, il y a le télétravail. Quand il y a des grèves, même pour nous, il y a pas de travail. Les rues, elles sont vides, les autoroutes, il y a pas même pas de bouchons. Oui. Donc tout le monde reste, donc c'est plus pareil. Après, vous m'avez dit quand il pleut. Oui, là, je sais que les prix explosent Non, sur c'est les fini, plateformes. ils le font plus. Ils le font plus? Non, la majoration. Oui. Non, malheureusement, Uber le fait plus du tout, hein. Mais Bolt, oui, continue à le faire quand il pleut. Ils en profitent pour augmenter les prix. Après, ce que disent la majorité des chauffeurs, c'est que malgré qu'il y a une majoration qui est affichée sur la carte chauffeur, sur l'application chauffeur, le prix n'augmente pas. En fait, c'est juste une couleur qu'ils mettent rouge pour montrer aux chauffeurs qu'il y a une majoration dans cette zone pour que les chauffeurs vont là-bas. Mais les plateformes, vu la concurrence qu'ils ont aujourd'hui au niveau, surtout sur les baisses tarifaires entre Uber et Bolt plus précisément, ils prennent pas le risque d'augmenter les tarifs. D'accord. Et ça, c'est à cause du nombre de chauffeurs aussi. Il y a trop de chauffeurs, surtout le week-end. Il y en a qui font qui font ça comme un second travail. Toute la semaine, je vais vous le dire, hein, il y a même des banquiers qui font ça. C'est Vous vrai. avez des banquiers la semaine,
des boulangers, des chauffeurs de bus qui n'ont pas le droit normalement de travailler, d'avoir un second travail. Ils le font quand même. Et le week-end, bah, les chauffeurs qui sont chauffeurs à plein temps se voient concurrencés par d'autres chauffeurs qui n'ont même pas le droit d'exercer cette profession. Et donc, du coup, bah, ça profite aux plateformes de pas majorer comme ce qui se faisait avant. Hein. Oui. Mais j'ai une question. Uber ne demande pas un numéro d'auto-entrepreneur quand on s'inscrit? Bien sûr. Mais du coup, Et de société aussi. c'est parce que tu disais que il y avait certaines personnes qui avaient déjà un autre métier qui se retrouvaient sur l'appli. Et alors, pas le droit ce genre de chauffeur trouve une astuce, c'est de se mettre salarié chez ce qu'on appelle un rattachement. En gros, il y a des sociétés qui sont partenaires de Uber Oui. et chez lesquelles vous pouvez y aller même vous juste avec votre carte VTC. Ils vont vous faire un contrat de travail et vous allez présenter ça à Uber et Uber va vous réactiver, sauf que l'argent n'est pas versé directement à vous, mais à la société qui vous salarie. C'est du portage salarial? C'est du portage salarial. Okay. Sauf que la plupart de ces sociétés-là ouvrent juste pour une année, ne respectent pas la réglementation, ne payent pas les chauffeurs, il n'y a pas de salariat exact. Donc ils versent les paiements aux chauffeurs illégalement, soit en espèces, soit sur un autre compte. Et c'est fait comme ça. Et au bout d'un an, ils ferment et ils ouvrent une autre société. En fait, ce portage salarial, c'est ce qu'on appelle le travail au noir. Le travail au noir existe dans tous les métiers. Les premiers à être victimes du travail au noir en France, et il y a eu une guerre contre ce corps de métier. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais gagné. C'est dans le bâtiment. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont plaints de la concurrence des Polonais, des Portugais, etc. Et aujourd'hui, on est toujours au même point mort, au même point. Hein. Donc c'est pareil pour le VTC, ça existera toujours. Est-ce que les gens parlent beaucoup en Uber ou ils veulent juste être tranquilles? Il y en a qui parlent, il y en a qui racontent. Ouais, chaque client est différent, ouais. Donc en fait, c'est au chauffeur de s'adapter. Des fois, il y a des clients qui montent, qui sont énervés, ils vident un petit peu leur colère sur eux. Il faut savoir s'adapter, faut pas se retrouver dans la situation d'un chauffeur qui n'a pas su gérer cette situation et qui dit au client de quitter le véhicule. Faut jamais arriver à ce point-là. Si vous dites au client de quitter le véhicule, c'est que vous n'êtes pas fait pour la profession. Ou c'est en cas d'extrême exception. C'est très rare de trouver un client qui n'est pas fait pour être transporté ou qui est ivre. Là, ouais, c'est surtout le week-end. Ouais, là, c'est pas à vous de le transporter. Ouais. Mais selon l'humeur du client, bah, c'est à vous c'est au chauffeur de s'adapter. Ouais, il y a des clients qui montent, qui pleurent, qui sont tristes. Il y a des clients qui viennent de subir une rupture amoureuse. Il y a des clients qui sont pas bien, ils ont pas vu leurs enfants. Il y a des clients et on fait un petit peu le boulot du psy, du DJ. Moi, ce que je refuse, hein, la voiture n'est pas une boîte de nuit, mais il y a des collègues qui font le DJ, qui font le karaoké, ils font tout. C'est le chauffeur aujourd'hui, ouais, il est un peu tout, alors qu'à la base, c'est pas sa profession, c'est un métier de service. Il doit déposer un client et le récupérer d'un point A et à un point B et le déposer à un point B. Savoir gérer la conversation avec un client, mais tout ce qui est boîte de nuit, tout ça, c'est Uber qui a ramené ça, mais le chauffeur n'est pas obligé de faire ça, voilà. Ouais. En parlant de bavardage, quelle est la discussion la plus improbable que tu as eue pendant une course? J'en ai eu tellement. Si un sénateur, et je l'ai signalé, j'ai failli déposer plainte, un sénateur, hein, je le dépose au Sénat. Ok. Et, discussion, vous êtes musclé, est-ce que vous aimez les hommes, vous faudra essayer les hommes, même moi j'ai des enfants, j'ai divorcé, mais j'ai regretté de pas avoir profité pendant ma jeunesse. Là vous êtes obligé de gérer la situation, surtout quand il touche vos muscles, vous lui dites excusez-moi, je conduis. Il à toucher tes muscles. Vous êtes musclé, il touche un peu les muscles, ouais. Et moi, vu que j'arrive à créer une distance entre moi et les clients pour leur faire comprendre dès le début qu'il y a très pro. Donc ça met même en 11 ans d'application,
J'ai eu rarement des situations. C'est la preuve. Ça m'est arrivé une fois et j'ai su gérer la situation jusqu'à ce que il est parti. J'ai signalé à Uber afin que ça n'arrive pas à d'autres collègues chauffeurs par la suite et que ce client-là soit listé chez Uber parce que s'il l'a tenté avec moi, il aurait pu le tenter avec d'autres. Mais dans le combat quotidien que je mène, surtout au niveau des demandes de reconnexion chauffeur, que je fais ça depuis 2013, ça arrive à beaucoup de chauffeurs. Oui. Des chauffeurs qui se font draguer, qui refusent, et à la fin, c'est le client qui signale à Uber que le chauffeur l'a dragué. Je dis pas que tous les chauffeurs sont propres. Hein. Si on arrive à des blocages aujourd'hui, des fois extrêmes de la part d'Uber, et qui ne donnent pas la chance au chauffeur de s'exprimer rapidement et qui croient le client, c'est parce qu'il y a eu des chauffeurs il y a des chauffeurs aussi qui sont très spéciaux. Donc voilà. Et j'avais une question. Qu'est-ce qui se passe quand un client est blacklisté par Uber? Il est banni de la plateforme? Il est banni, mais il peut ouvrir un autre compte avec un autre numéro, une autre adresse mail et un nom inventé. Il y a pas de contrôle, donc Ok. rien n'est fait par rapport au client. C'est plus le chauffeur qui est banni, qui subit limite une fermeture de sa société. Hein, parce qu'aujourd'hui, sans Uber, les nouveaux, hein, je parle des nouveaux qui n'ont pas eu accès à la profession ou aux courses privées ou au monde du privé qui est un peu restreint aujourd'hui et qui est privilégié un petit peu entre les anciens. Les nouveaux aujourd'hui, c'est devenu un métier très fermé. Ils sont obligés de rester en application. Et même s'ils arrivent à avoir un petit peu quelques marchés dans le privé, ça va représenter que 30% pour eux. Donc quelqu'un qui est bloqué de la plateforme, il perd 70% de son chiffre d'affaires. Oui. S'il fait les 1 000 euros la semaine de chiffre d'affaires, je vous laisse imaginer combien il perd. Il perd 700 euros. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un client qui signale un chauffeur? Et comment est-ce que toi, tu interviens dans la négociation avec la plateforme? Il est bloqué définitivement. À l'époque, il était bloqué définitivement sans avoir une chance d'être reconnecté. Pareil, on était les seuls à faire les demandes d'une seconde chance. Aujourd'hui, acté sous un accord. Il y a eu un accord signé. On a obligé Uber de créer un conseil disciplinaire chez elle pour pouvoir reconnecter les chauffeurs ou décider qui doit être banni définitivement et que ce ne soit pas des employés Uber qui ne sont pas chauffeurs de juger sur l'avenir de ce chauffeur. En fait, c'est des chauffeurs Uber qui assistent à ce comité. Voilà. Ça, c'est pour les erreurs disciplinaires. Par contre, tout ce qui est erreur, manque de non-respect de la réglementation Uber, c'est-à-dire fraude, faux documents, il y a des chauffeurs qui mettent des faux documents, etc. Là, ils passent pas en commission de discipline, c'est un comité interne qui décide directement de le bloquer. Ensuite, nous, on fait les demandes de réexamen, soit une négociation amiable pour demander une clémence pour ces chauffeurs-là qui ont et un engagement de la part de ces chauffeurs-là de ne plus recommencer. Et pour les chauffeurs qui ont eu des erreurs disciplinaires, on a eu des négociations avec Uber qui ont été acceptées et signées et donc du coup applicables par toutes les autres plateformes, parce qu'une fois que c'est imposé à Uber avec l'autorité des plateformes, ça devient un décret, du coup c'est applicable par toutes les autres plateformes. C'est que le blocage, même s'il a fait une erreur, il a frappé un client, ou il a dit à un client de sortir du véhicule, ou que ce ne soit pas définitif ou pas révisable après 1 an comme il le faisait avant, ça a été diminué à 6 mois. C'est-à-dire au bout de 6 mois, un chauffeur peut demander la révision de son cas. Et pour pas qu'on dise que on travaille pour Uber ou les signataires de ces accords travaillent pour Uber, on a obligé les plateformes à ce que cette demande-là ne se fasse pas obligatoirement via un syndicat. Le chauffeur peut faire ça directement via son téléphone. D'accord. Alors, une première question. Tu m'as dit qu'il y avait 2 catégories de bannissement. Il y a les erreurs réglementaires. Les manquements à la réglementation d'Uber. C'est par exemple quand la personne a fourni des faux documents. Faux documents, fraude, ouais, voilà. Et
pour tout ce qui est les autres erreurs qui font qu'on passe en conseil disciplinaire, qu'est-ce que ça peut être? Tu disais que ça pouvait être une bagarre. Ok. C'est drague, ça peut être même définitive. Hein. Ça dépend de la drague, mais après tout ce qui est attouchement, viol, là c'est le pénal. C'est du pénal, c'est de la prison et bannissement total de toutes les plateformes. Pas de toutes les plateformes, d'une plateforme, mais même nous, on a souhaité à ce que ça soit banni de toutes les plateformes. D'accord. Voilà, strict. Ensuite, prise en charge d'un client qui était un peu éméché, conflit avec lui, ou sinon il y a des conflits, il y a certains chauffeurs qui ne veulent pas que les clients montent avec des gobelets de bière. Okay. Le client insiste. Il y a aussi des chauffeurs qui veulent pas mettre la musique. Donc quand on insiste, les clients insistent sur la musique et que le chauffeur ne met pas, les clients deviennent désagréables, ils mettent les pieds devant. Et à quoi ressemble ce conseil disciplinaire dont tu parlais? Tu disais qu'il y avait des anciens chauffeurs? Non, des anciens ou des chauffeurs, c'est les meilleurs chauffeurs étoilés de chez Uber. D'accord. Qui sont invités dans les locaux d'Uber. Okay. Pour assister à une commission qui dure 5 heures ou 6 heures. Ça commence à midi, ça finit à 17 heures. Donc, ils font passer à peu près 5 ou 6 chauffeurs par semaine. Hein, c'est tous les jeudis. Ça se réunit chez Uber. Et ces chauffeurs sont issus de toute la France, hein, ce qu'on appelle aux chauffeurs. Et ça, c'est un comité disciplinaire anonyme. C'est que le chauffeur qu'on a qui passe en commission de discipline est anonyme. Et les personnes aussi qui sont présentes en tant que jury, elles sont anonymes. En fait, le chauffeur ne sait pas le nom des personnes qui le jugent. Et pareil, les chauffeurs ont une tablette qui sont présents dans les locaux d'Uber et qui assistent à ce jury. Normalement, c'est en chiffre impair, donc ils sont soit 3, soit 5. Majoritairement, ils sont 5, hein, la plupart du temps. Ils sont rémunérés par Uber pour leur présence, pour leur temps de présence. Et ils sont choisis la plupart du temps au hasard. Mais bizarrement, à 80% de ces commissions-là, on retrouve souvent les mêmes personnes. En fait, quand tu dis qu'ils sont derrière une tablette, c'est-à-dire qu'ils participent un peu à une visio. Chaque chauffeur, chaque chauffeur a une tablette devant lui. Pour chaque chauffeur qui passe qu'on appelle au téléphone au milieu de la salle avec des haut-parleurs. Donc il y a cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3 et là quand on parle de cas numéro 1, ça veut dire chauffeur numéro 1. Et là tout est à charge contre le chauffeur, hein. Ils mettent que les mauvais commentaires, tout ce qui est positif qu'on met du chauffeur, c'est sa note et le nombre de courses qu'il a fait, c'est tout. Et pourquoi tous les bons commentaires, ils les mettent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas les... Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une commission disciplinaire qui reconnecte les chauffeurs à 100%. Ils veulent qu'il y ait des sanctions et que les chauffeurs comprennent les sanctions. Parce que entre chauffeurs, comment dire, un chauffeur, il reste humain. Il se peut qu'il y ait 10 commissions de discipline et que sur les 10 commissions de discipline, tout le monde est reconnecté. Et c'est ce qui se passait au début chez Uber. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé, ils ont retiré les bons commentaires, ils ont mis à charge pour essayer de changer la donne. Eux, ils veulent un quota. Quel genre de quota? Ils veulent qu'il y ait dans ces commissions de discipline, qu'il n'y ait pas 100% de reconnexion à chaque fois. Mais ça les arrangerait pas qu'il y ait 100%? Non, ça les arrange pas, je sais pas pourquoi. Et ça a été dit de la part d'un responsable Uber qui me l'a dit. Parce que j'ai assisté une fois, en tant que représentant, pas qu'une fois, plusieurs fois. Et il m'a dit, n'essaye pas d'influencer, s'il te plaît, le vote. Parce que moi, je connaissais personnellement des chauffeurs qui passaient. Et surtout, on a une approche différente, surtout quand on connaît leur situation, qu'ils vivent, la situation personnelle. On peut pas avoir le même jugement que quelqu'un qui connaît pas et qui voit les commentaires et qui dit je lui donne pas sa chance, parce que la plupart des chauffeurs, on va dire quelques chauffeurs qui sont invités chez Uber pour être jury, quand on leur donne de l'importance, ils se sentent des fois plus, dire pire qu'un responsable Uber. Avec une arrogance. Moi, je suis chauffeur, j'ai jamais eu cette histoire-là. Comment ça se fait que lui, il a eu cette histoire? Non, moi, je le réactive pas. Mais tu es qui? Et nous, on est là parce qu'on connaît, comme je vous ai dit, la personne qui est derrière le téléphone. Et tu peux pas décider comme ça.
C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Bah Hein. oui, et surtout c'est dommage de ne pas avoir une forme de solidarité entre collègues en fait, parce que justement on connaît pas du tout le Ouais, positif mais il y de a pas cette de personne. solidarité. Le chauffeur, il est là, il touche son argent et il part à la fin de la commission et il veut que Uber soit content pour l'appeler la prochaine Pour le fois. rappeler la Ben prochaine oui, fois. c'est ça qu'il cherche. Mieux payé que si tu travaillais. Exactement. Ben oui, parce que je crois que c'est 50 € de l'heure, ils sont payés. Hein. Ah oui. Ah oui, Donc c'est pour ça qu'on rappelle 80% des chauffeurs comme tu dis. exactement. Ouais. Mais 50 € de l'heure, pourquoi? C'est parce que des fois, il y a des chauffeurs qui viennent de loin aussi. Oui. Voilà. Et on leur sollicite un petit peu leur expérience, etc. Pour être un jury, pour faire partie du jury. Ce qui explique un petit peu moi je suis pour 50 €, ouais, il les veut, 50 ou 30 € si je me trompe pas, en tout cas. Mais bon, mais en tout cas, ça les vaut, ouais. Ouais, ça allait. Ouais, il les mérite. Mais voilà, après, c'est pas, faut pas juger une personne et prendre une décision qui peut être injuste envers ce chauffeur-là juste pour ses intentions personnelles ou ses intérêts personnels. Ouais. C'est pas bien. Je voulais te poser une autre question. On va revenir un peu plus au client. Donc, on a parlé de ce client un peu bizarre, ce sénateur. Mais est-ce que tu te souviens d'un client ou d'une course qui t'avait marqué, mais pour de bonnes raisons cette fois? Pas pour les mauvaises. Ouais, c'était pendant le Covid. Oui. Transporter des gens qui étaient malades, Ouais. transporter des femmes qui allaient accoucher. Oh. Ben ça, c'était la seule période où on se sentait utile et important et même vital pour certaines personnes parce que transporter une femme à 2 heures du matin qui avait du mal à trouver une ambulance et qui était en train de crier de douleur parce qu'elle est presque accouchée, ouais, c'est ces moments-là qui m'ont marqué, ouais. Et si tu devais faire 3 grandes catégories de passagers, ce seraient lesquelles? En tant que client, Non, en tant que client, toi, de ton point de vue comme chauffeur, est-ce que tu y arrives à distinguer, par exemple, des catégories de passagers? 3 catégories. Ouais, si tu devais en faire 3, ce serait lesquelles? Le riche, Qui laisse des pourboires ou qui pas? laisse des bons pourboires, Ah, ça qui c'est est souvent nord-américain, anglophone ou américain. bien. Oui. Le deuxième qui est riche et qui négocie le tarif, qui est crevard, qui donne pas de pourboire, et c'est ceux qui viennent du Moyen-Orient. Et le troisième que je mettrais dans ce classement, c'est le client application qui pense qu'il vient de payer et qu'il a tous les droits Mm. dans ton véhicule. Ouais. Qui Ça- pense même que tu es son chauffeur esclave. Ouais. Un comportement fait par un client application que même les 2 clients que j'ai cités précédemment qui sont riches ne se comportent pas comme ça avec le chauffeur. Il y a un manque de civisme malheureusement dans notre société aujourd'hui qui fait en sorte que quand on paye quelque chose, limite on se l'accapare en disant ah non mais je vous ai payé, j'ai payé la course donc la musique. À chaque fois je répète la musique, oui parce que ça nous dérange. Nous. C'est quand on met la musique à fond dans le véhicule, c'est source d'accident. Tu n'entends Ouais. pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un scooter peut-être qui est passé à côté, tu t'as klaxonné et tu l'as touché. Tu dois rester concentré sur ton trajet. Il n'y a pas que la musique. Ils sont énervés parce que des fois il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de bouteille d'eau. Ouais, le trajet, des fois ils veulent que vous fassiez un arrêt supplémentaire, chose qu'ils n'ont pas mise sur l'application. Ouais. Donc en gros, ils sont plus chiants que la clientèle riche, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a une mauvaise note sur l'appli? Est-ce qu'on a moins de courses? Qu'est-ce qui se passe? Je parle pas d'un signalement à l'application. Je parle juste, par exemple, d'une étoile. Oui, il y a des statuts par exemple chez Uber, il y a des statuts. Vous avez des statuts Gold, Ouais. statut Platinum, statut je sais plus quoi, Diamant. Mhm.
Et le meilleur de ces statuts-là, quand tu y as accès déjà les conditions pour accéder au meilleur statut, c'est la note. Le nombre de courses que tu acceptes, ton taux d'acceptation, et le nombre de courses que tu refuses aussi. Et ça rentre en compte, et du coup, tu passes privilégié par rapport à d'autres chauffeurs, bien sûr, surtout aux aéroports. Il y a des chauffeurs comme moi qui refusent pas mal de courses. Et quand on dépose à l'aéroport, on a à peu près 60% de chances de revenir avec un client. Ouais. Alors que le client diamant, lui, il a 90% de chances de revenir avec un client. Ils le font passer en priorité. On va revenir un peu à la thématique des revenus et quelle est la plus grosse dépense dans le métier? Est-ce que c'est l'entretien de la voiture? Est-ce que c'est l'essence? La commission Uber? Quelle est la plus grosse dépense sur le revenu final qu'on aura? La plus grosse dépense, c'est la commission Uber. C'est la commission qui est variable aujourd'hui. Elle n'est plus fixe. Je ne savais pas du tout qu'elle n'était plus fixe. Dans les débuts, elle était à 15%, ensuite elle est montée à 20%. L'année dernière, elle était à 25%. Et là, aujourd'hui, elle est passée entre 25 à 45% de commission. Je voulais savoir combien de courses il fallait faire par mois pour être bien sur le mois. Une dizaine de courses par jour. Non, c'est 7 courses, 8, ouais, dizaine de courses par jour. Donc, par semaine, ça te fait 60 courses par semaine pour être rentable. Après, moi, je parle d'un chauffeur mentalité européenne qui est habitué à ses 8 heures de travail, aller manger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais il y a des gens des travailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont la niaque. C'est pas du tout la même quantité de travail. Hein. Ouais. Ils font franchement, moi j'ai vu les chiffres. Ils travaillent très très bien. Ils font des très très bons chiffres. Il y en a, ils font mais franchement, je les vois pas finir leur vie en très bonne santé. Oui. Et il y en a plein, malheureusement, qui ont même fini en chaise roulante que j'ai connu. C'est vrai? Parce qu'ils ont fini avec des accidents. Ouais. Là, par exemple, une bonne course, ouais, c'est ça, 40 courses. Une bonne course, mais ça, c'est une semaine rentable. Hein. Ok. Mais je veux dire rentable, c'est-à-dire avec les prix d'avant. Hein. Moi, je suis en train de voir là déjà les prix de juillet. Donc, 40 courses et vous êtes bien rentable. Alors, depuis l'arrivée d'Uber en France, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi? Ils sont plus positifs chez eux. Ils sont plus à l'écoute du chauffeur. Ok. Ils écoutent aussi certaines revendications qu'on avait mises. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils refusaient toute négociation et par mépris des chauffeurs qui avaient donné la bonne image et qui avaient fait la bonne publicité d'Uber à l'époque, ils leur disaient vous n'êtes pas obligé de travailler avec nous si vous n'êtes pas content. Vous pouvez travailler avec les autres. Ce qui était totalement... c'est un manque de respect envers les premiers chauffeurs qui ont donné une bonne image à Uber et qui ont participé à la victoire de Uber sur le taxi. Donc voilà, c'est la bonne chose c'est qu'ils nous écoutent. Voilà. Ok. Et tu en as un tout petit peu parlé, mais pendant le confinement, comment s'est passé le confinement pour toi? Pour moi, très bien. Ok. C'était mes chiffres les mieux rentables que j'ai fait de ma vie. C'est vrai? Ouais. C'est incroyable. Mais après, moi, j'ai eu un problème de santé juste avant le Covid. Donc, j'avais pas travaillé pendant presque 2 mois et demi, 3 mois. Et quand le Covid est arrivé, ça y est, c'était pour moi, économiquement, je pouvais pas continuer sans travailler. J'étais dans l'obligation de sortir travailler. Oui. Et c'était bien parce qu'après j'ai rattrapé toutes les pertes que j'ai subies pendant les 3 mois parce que c'était très bien, c'est très rentable. Il y avait pas beaucoup de chauffeurs qui sortaient travailler, tout le monde avait peur de limite. Moi, dans les premiers jours du confinement, moi j'ai travaillé dès les premiers jours du confinement. Je pense qu'on était que 5 dans Paris à travailler. Tout le monde avait peur du Covid. Moi, j'avais pas le peur parce que justement, je sortais d'une opération, etc. Et ayant pas le choix, je me suis dit non, autant mourir. J'étais suicidaire. C'était soit ça, soit ma société elle allait couler. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais pas le choix parce que même dans le privé, c'était mort. Ça y est, toutes les sociétés dans le privé, j'avais les applications.
Ok. Et c'était Uber qui, voilà, Et ça bossait très bien. on pouvait rouler comme ça sans autorisation? Ben non, on était autorisés. Ok, vous étiez autorisé. Oui, les VTC, les taxis, dès le confinement, on était parmi les véhicules qui avaient le droit de circuler. Les ambulanciers, les VTC, les taxis. Ça marche. Et Et les bus. ça s'est très bien passé pour toi, mais je t'avoue que je me souviens quand il y a eu le confinement, j'ai pensé aux chauffeurs qui venaient de prendre un crédit ou qui avaient une voiture à payer Mais ouais, non, il y en a, ils ont... et qui, eux... Non, mais il y avait des aides par rapport à ça. En fait, il y avait un gel. Soit il y a des banques qui avaient fait un gel pendant le Covid. Ouais. Ils étaient compatients avec les entrepreneurs. Et pour les locataires de véhicules, ils avaient pareil, ils avaient offert, je crois, 6 mois non payés. Après les autres 6 mois, fallait les payer quand même. Ok. Mais un tarif, voilà. Mais ceux qui justifiaient. Après, ces sociétés-là aussi avaient des aides du gouvernement. Les sociétés qui louent les voitures. Eux aussi, s'il y avait un gel derrière, il n'y avait pas de chauffeur qui pouvait les payer, ils obtenaient des aides. Alors, tu disais tout à l'heure que quand on est chauffeur Uber, on se retrouve à faire le DJ, le psy, toutes sortes de choses. Mais est-ce que tu as l'impression de mieux comprendre les gens qu'avant? Mieux les comprendre? Pas autant, mais non, justement, on les comprend. Non. Ils sont toujours aussi mystérieux. Ouais. Mais on a l'impression de pouvoir gérer différents profils et quand on arrive à avoir ce nombre de profils différents, on peut ouvrir un commerce et cartonner après. C'est être un très bon commercial. Et le fait de gérer tout ce type de profil et que vous avez une très bonne étoile, c'est que vous êtes fait pour le commerce et vous pouvez être un très bon commerçant. Ok. Attendez, on a dit... Donc là, ça va, je fais un bon commercial. Nat 4,98 avec 11 ans. Ça va. Quasiment donc, ça va, je suis un bon étoiles. commercial. Exactement. Quasiment 5 étoiles en 11 ans sur l'appli. Exactement. Ouais. Mais pas beaucoup de courses aussi. Voilà. 19 000, ça va. Ça. 19 000 19 000 sur 11 ans. C'est énorme. Il y en a, ils ont fait ça en 5 ans. Il y a des personnes qui font... Oui. Ah oui. Après, pour la rentabilité, c'est devenu un métier à perte. Ce n'est plus rentable. Tout le monde fait ça. Même le charcutier en bas de chez vous, il fait ça en complément de son salaire. Donc de 20 € par heure à l'époque, un chauffeur pouvait gagner. On est passé à 11 € de l'heure là presque. Ouais. Voilà. Et comment ça s'est passé pendant les JO? Parce que j'ai vu que la mairie de Paris justement n'avait pas accordé, et ça a été un gros sujet de Discord. L'accès. Si, c'était si. Ok. On avait l'accès, mais après c'est pas la mairie de Paris qui a pris des décisions d'interdire certaines zones au VTC, la zone grise et la zone rouge, si je m'en souviens bien des couleurs. Là, il y a eu certaines zones, c'était l'instance olympique qui a décidé, c'était juste pour les organisateurs. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait des zones où les taxis avaient le droit et pas nous. C'était dans les 3 premiers jours. Et après, quand les gendarmes et la sécurité locale ont vu que tout se passait bien avec les VTC, il y avait plus de ce genre de discrimination. Il laissait passer tout le monde. D'accord. Voilà. À quoi ressemble une journée type pour toi? Malheureusement, il n'y a plus de journée type. Je le trouve, il y en a plus, je vous le jure, c'est vraiment sincère. C'est une journée sur l'application, même si vous faites un bon chiffre d'affaires, c'est exceptionnel. C'est jour d'événements comme la fête de la musique et tout. Et en appli, je parle, en tant que chauffeur van, le meilleur chiffre, il dépassera pas les 450, 500. Et il sera pas heureux de les avoir fait. On se parle, je vous le dis, en connaissance de cause, parce que nous, quand on travaille surtout la nuit, pour pouvoir tenir sans s'ennuyer, sans avoir envie de dormir et tout, on a des groupes WhatsApp avec des anciens chauffeurs, etc. Et on s'appelle après chaque course. Ah, on a eu ça. Ah, t'as fait combien à telle course, etc. Et c'est un groupe de confiance. On sait que il y aura pas de jalousie entre nous. C'est une vraie fratrie. Et au bout de la journée, il y en a aucun qui est content. Il a dit ouais, on est content. T'as fait combien aujourd'hui? Ouais, en appli, on a fait que je suis arrivé à 400. L'autre il dit 450. Ouais, c'est bon, c'est bien, mais personne n'est content parce que c'est fatigant. C'était une journée fatigante. Tout le monde rentre et c'était pas ce qui se disait, ce qui se ressortait, comme je vous ai dit à l'époque.
Mais en van, je le précise, pour ceux qui vont m'entendre peut-être dans ce podcast, 450, c'est pas 450 que on peut faire en éco. Il y a 50 € de gasoil derrière. Un van, ça consomme énormément. En électrique EQV, 450, il y a quand même à peu près 10 ou 15 € d'électricité dedans. L'entretien du véhicule, c'est pas... En fait, 450, c'est ce qu'un éco doit faire pour être bien rentable, pour bien vivre. Voilà. Voilà. Franchement, c'est triste, mais voilà. Je pense que d'ici un an, il y en a plein qui vont commencer à quitter la profession pour essayer de changer, voir autre chose. Et qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent ton métier? Le nombre de courses aujourd'hui pour pouvoir atteindre son chiffre d'affaires. Ah. C'est enchaîner les petites courses. Surtout les petites courses, maintenant, elles sont devenues plus rentables que les longues. Avant, tu faisais 5 courses et tu avais atteint ton chiffre d'affaires. Même avec des longues courses, c'était rentable. Aujourd'hui, tu dois faire le triple, enchaîner. Tu fais un petit peu le chauffeur de taxi parisien et limite, t'es le nouveau métro parisien. C'est que des petites courses. Et franchement, c'est pas facile. Enchaîner les petites courses, c'est pas facile. Il y en a plusieurs et tout. Même si ça monte vite, mais au niveau du dos, au niveau de la santé. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? Franchement, je le déconseille de s'orienter vers cette profession pour l'instant. Parce que il peut le voir de ses propres yeux. Il a qu'à aller rendre visite à des centres de formation. Mm-hmm. Il verra que toutes les formations VTC sont quasi pleines. Encore jusqu'à aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle. Donc ça continue d'arriver et d'envahir la profession. Je le dis pas moi, je suis représentant, donc pas représentant, mais responsable et délégué. Donc c'est pas dans mon intérêt de mentir aux chauffeurs. Hein. Moi, je déconseille. Ça y est, c'est un métier qui est en train de se paupériser aujourd'hui. Et en connaissance de cause, beaucoup d'anciens aujourd'hui, ou même certains qui sont là depuis 2 ans, sont en train de quitter. Okay. De s'orienter vers d'autres professions. Et qu'est-ce que ce métier a changé en toi comme personne depuis toutes ces années que tu le fais? Ça fait plus d'1 décennie maintenant. Et ce qui a changé, c'est que j'aurais plus de mal à revenir dans le salariat. C'est ça qui a changé. Je ne veux plus être salarié. Okay. C'est dur, c'est un piège. C'est qu'aujourd'hui, même si le métier est en train de mourir, retourner vers le salariat, c'est inenvisageable. Mais ça nous encourage à chercher quelque chose d'autre dans l'entrepreneuriat ou en tant qu'indépendant. D'accord. C'est ce qui a changé. Ok. Si ton métier était une image, laquelle ce serait? Une girafe avec un costume, cravate. Pourquoi une girafe? C'est l'image qu'on a dans les dessins animés d'un chauffeur privé. C'est vrai? Il est long et long cou, il doit toujours voir le plus loin possible et avoir des longs pieds pour accélérer et contrôler un petit peu sa conduite et les longs bras pour contrôler aussi le comportement de certains clients agités. Quand tu repenseras à ce métier dans 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Le combat que j'ai fait pour les chauffeurs, pour l'intérêt des chauffeurs, pour le bien des chauffeurs, avec une bonne intention derrière, d'aider certains collègues qui étaient dans une impasse, et je reste à disposition de mes collègues aussi, de les aider jusqu'à aujourd'hui. Et je reçois des appels de toute la France et je suis content quand ils sont contents d'être réactivés ou de les avoir sauvés, de les avoir aidés à sauver leur société et qui disent que du bien de toi. Et ça m'encourage parce qu'une fois j'ai été reçu chez quelqu'un qui louait des voitures et j'ai été avec un adhérent pour voir si le contrat était bizarre ou pas. Et quand je me suis présenté, le quelqu'un me dit « Ah, c'est toi, Redouane ?» Je dis « Ouais », il me dit « Non, enchanté et tout ». Il y avait quelqu'un derrière dans le bureau, mais c'est « Ah, Redouane, non !» Et en fait, quand vous êtes connu, votre nom, tout, on est dit en bien et les gens n'ont pas d'image dessus parce que vous vous présentez pas sur les réseaux sociaux pour faire en fait, voilà, vous aidez les collègues pour
les aider, pas pour vous donner une image publique et devenir un TikToker ou un influenceur syndical, ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.